Parmi les budgets qui pourraient trinquer en cas de passage par la loi spéciale, il y a bien sûr le budget de la défense, un plus 6,7 milliards d'euros prévu pour 2026. On en parle avec Hélène Conway-Mouret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente socialiste de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense. Il va y avoir dans quelques minutes un débat 50-1 au Sénat autour du budget de la Défense. Il va y avoir un vote plutôt symbolique. Et rappelons que le Sénat a déjà voté les crédits de la mission défense jeudi dernier. Il faut, pour vous, faire cet effort, 6,7 milliards d'euros l'année prochaine. Pour quelles raisons ? Alors les raisons sont multiples. D'abord, c'est un budget de rattrapage. Toujours, il faut savoir que pendant plus d'une vingtaine d'années, nous avons utilisé le budget de la défense, comme celui d'ailleurs des affaires étrangères, comme variable d'ajustement. Et nous avons pris beaucoup de retard. Et la guerre en Ukraine, avec l'aide qui était demandée à la France, a dévoilé finalement l'ensemble des manques que nous avons, toutes nos faiblesses. Où on a accusé la France de ne pas soutenir suffisamment, mais il était impossible de déclarer que nous ne pouvions pas soutenir parce que nous n'avions pas les matériels. C'était juste ça. Et quand nous visitons les bases, ce qui nous arrive très souvent... Pas les moyens qui sont à la hauteur de nos ambitions en matière d'aide. Mais oui, mais simplement, c'était, nous vivions sur une image de ce que nos armées sont. Nous en sommes fiers et nous avons raison de l'être. Ce sont en effet, sur le plan humain, des armées très professionnelles, mais sur le plan des équipements, nous avons de gros manques. Enfin, il suffit d'aller visiter une base et de se rendre compte que sur 10 camions, il y en a 4 qui fonctionnent parce qu'ils ont besoin des pièces de 6 autres. Enfin, nous en étions là. Donc là, ce budget, c'est un budget qui est absolument essentiel de rattrapage, de consolidation et aussi de nous préparer à répondre à une attaque éventuelle. Alors, c'est compliqué à expliquer. C'est pour ça que le débat est très important. Il n'est pas simplement utile, il est nécessaire. C'est un message que vous adressez aussi aux Français. Il y a un besoin de pédagogie sur le sujet de ce budget de la défense. On a entendu un certain nombre de Français qui disent « Est-ce bien la priorité ? Est-ce qu'on nous fait peur avec la menace tandis qu'il n'y a pas forcément d'argent pour nos hôpitaux, par exemple ?» On a beaucoup entendu de certains Français qui opposent ces deux budgets. Alors, il ne faut pas les opposer. Moi, je crois qu'il faut entendre la grogne sociale, qui est absolument réelle, pour que ça ne se transforme pas en mouvement social important. Mais il n'y a pas d'opposition à avoir. Si demain, il y avait en effet une attaque sur un pays européen. La France fait partie de l'Europe. Elle est tenue par les traités, que ce soit le traité de l'OTAN, l'article 5, ou de l'Union européenne, l'article 42.7, de s'engager auprès du pays attaqué. Mais nous ferions partie d'une coalition, mais encore faut-il que nous soyons en capacité de le faire, que nous ayons les équipements qu'il faut. On ne peut pas simplement avoir des hommes ou des femmes engagés, il faut les équiper correctement, et il faut aussi que l'ensemble du pays soit prêt à soutenir cet effort. Donc là, on parle de résilience de la population. Donc si aujourd'hui, nous parlons d'un budget de 6,7 milliards, il y a bien sûr le côté financier, mais pour moi, c'est le côté humain qui est le plus important, c'est d'expliquer à la population française qu'en effet, nous avons besoin de faire ce sacrifice financier qui tombe peut-être mal parce que c'est vrai que la demande est importante dans tous les autres domaines, mais si nous ne sommes pas en paix demain, qu'est-ce qui sera important ? Eh bien, tout le reste disparaîtra. Regardez ce qui se passe en Ukraine. La vie d'un Ukrainien ou d'une Ukrainienne aujourd'hui, elle se résume à essayer de survivre, d'essayer d'avoir un peu de nourriture et d'avoir un semblant de vie. Donc, aujourd'hui, nous devons être en capacité de renforcer ce que nous avons appelé pendant très longtemps la dissuasion, qui reposait sur une doctrine de dissuasion nucléaire, oui. Aujourd'hui qui n'est plus... qui doit être complétée, il faut le dire comme ça, par une dissuasion ne suffit pas, oui. Conventionnelle. Ça faisait partie des raisons pour lesquelles on a entendu les communistes ne pas voter pour et dire qu'on pouvait se satisfaire de la dissuasion nucléaire. On a aussi entendu la France insoumise la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Oui, mais ça ne suffit pas parce que si l'Estonie est envahie demain, que fait la France? Elle utilise sa force nucléaire? Bien sûr que non. Donc la France fera partie d'une coalition qui défendra ce pays, qui défendra le territoire européen. Donc nous avons besoin de la dissuasion nucléaire. Et c'est vrai que cette doctrine a marché jusqu'à présent, mais elle a marché en temps de paix. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en guerre. Et c'est pour ça que c'est compliqué pour la population de se dire nous ne sommes pas en guerre, mais on nous demande de faire un effort de guerre. De nous y préparer. Et de nous y préparer. Donc je crois qu'il faut
faire prendre conscience, et nous avons de temps en temps des électrochocs qui sont très désagréables. Il y a eu le discours du chef d'état-major des armées. Voilà, on le dit en même temps. Mandon qui, effectivement, dans des propos qui ont été quelque peu tronqués aussi devant les élus, oui, mais c'était pas le seul. Expliqué que, il fallait se préparer à l'idée de perdre nos enfants. Et il a aussi dit, et là pour le coup, ce n'est pas tronqué, que il faut se préparer à un choc avec la Russie d'ici peut-être 3-4 ans. Alors on ne sait pas exactement quelle forme, mais en tout cas ce choc, il est vraiment dans les prévisions. Mais c'est l'ensemble des services de renseignement européens qui convergent sur ce sujet. Alors soit on est totalement naïf ou inconséquent et se dit on attendra que ça arrive et on verra après, soit on s'y prépare pour être le plus crédible possible, pour que l'ennemi potentiel, et pour l'instant il n'y en a qu'un seul, déclaré en tout cas, qui procède à des sabotages chez nous, à des cyberattaques constamment, à de la désinformation, tout ça est prouvé. Enfin, à un moment, il faut à la fois nous protéger notre population contre cela, mais il faut se préparer aussi pour être suffisamment crédible pour que cette ennemi-là n'ait pas envie de frapper. Et je crois que nous aurions gagné, c'est ce que le général Burkhardt annonçait, c'est gagner la guerre avant la guerre. C'est-à-dire de défendre la paix. Et ça, c'est important. Défendre la paix, c'est aujourd'hui faire prendre conscience à la population que nous avons besoin de faire cet effort pour les équipements militaires, mais que l'ensemble de la population aussi, en s'engageant dans l'industrie, parce qu'il faut savoir que 1 euro investi dans la défense, c'est 1 euro de croissance pour la France, parce que ce sont des laboratoires de recherche, c'est de la production, de la conception, de la fabrication. Ce sont des petites et moyennes entreprises, des start-up, elles sont très nombreuses. C'est pas simplement 4 ou 5 groupes qui emploient des Françaises et des Français aujourd'hui. C'est vraiment un maillage territorial très important d'entreprises performantes qui nous permettent à la fois de créer de l'emploi, de créer de la croissance. Et le volet le plus important, c'est que chaque recherche dans le domaine de la défense est dual, c'est-à-dire qu'il y a une application civile. Quand on fait des travaux de recherche sur le Rafale, eh bien c'est le confort qui est augmenté dans les voyages que vous faites dans l'Airbus, de moyen ou long courrier. Une dernière question, Hélène Conway-Mouret. Ça doit se traduire aussi, cette acclimatation à cette idée, via le service militaire volontaire. Rappelons qu'il n'y a pas pour le coup de traduction budgétaire l'année prochaine pour ce service militaire qui a été annoncé par Emmanuel Macron il y a déjà quelques jours maintenant. C'est pour ça que nous avons besoin de ce débat, parce que nous avons eu le budget. On nous a demandé en effet d'accepter, et c'était difficile de refuser, une augmentation, puisque c'est le seul ministère finalement qui pourrait y avoir vraiment droit. Voilà, absolument. Et donc nous avons volontiers voté ce budget-là. Mais en effet, il y a un grand flou quant à la traduction budgétaire de cette augmentation qui, pour l'instant, n'est pas tout à fait fléchée. Alors, on a l'impression que 6,7 milliards, c'est énorme, mais quand on dévoile l'ensemble des besoins, ce que j'ai fait en commission et dans l'hémicycle, le nombre d'avions, de bateaux, de munitions, de véhicules blindés dont nous avons besoin, la dissuasion, la cybersécurité, les services de renseignement, quand on dévoile tout ça, avec tous les restes à payer que nous avons cumulés les années précédentes, nous avons une marge de manœuvre très très limitée. Donc nous avons besoin de savoir si nous créons de nouvelles dépenses, ce qui serait la mise en place d'un service national, en effet, sur quelle ligne budgétaire? Est-ce que ça va remplacer un programme en place ou est-ce que c'est de l'argent supplémentaire qui va être donné? Donc il faut que vraiment le gouvernement ne peut pas avoir des annonces qui se succèdent, nous y sommes habitués, mais qui ont un effet de millefeuille où on rajoute à chaque fois une couche sans savoir exactement sur quoi on le prend. Parce que, in fine, ça veut dire que ce sont des programmes qui sont mis à l'arrêt, et il faut savoir aussi pour les industriels, si on leur demande de produire plus et plus vite, et qu'ils l'ont fait, il faut qu'ils puissent être payés et il faut qu'ils puissent penser qu'ils ont peut-être des commandes à venir. Il faut des clarifications, il faut moins d'opacité. C'est ce qu'on a entendu aussi du côté de vos collègues de la droite. Moins d'opacité budgétaire, opacité sur la réalité de nos forces, des ambitions affichées insuffisamment financées. Ce vote n'a pas empêché un regard parfois assez sévère sur la construction de notre défense et surtout sur la transparence vis-à-vis des parlementaires. Bien sûr, mais ce n'est pas simplement les parlementaires, c'est aussi le contribuable français qui fait cet effort-là, à qui on demande en effet de faire ses sacrifices par rapport à d'autres
priorités qu'ils pourraient avoir dans leur vie quotidienne et de se dire qu'une fois que cet argent est engagé, de savoir où il va. Nous avons ce devoir de transparence, je crois, globalement. Et ce n'est pas donner un signal à un ennemi potentiel que de dire que nous faisons des stocks de munitions, que nous achetons des équipements militaires et que nous mettons le pays à niveau pour pouvoir se défendre correctement. Eh bien, merci beaucoup Hélène Conway-Mouret d'avoir répondu à nos questions. Et j'ai le